Madame Bimeron, qui est membre du barreau des avocats britanniques. Comme cela a été dit, cette question est toujours présente. La question, ce n'est pas une question qui concerne le passé. Je suis un avocat à Londres, je travaille dans le droit international et j'ai travaillé dans le droit criminel et le droit public et je suis président du comité des droits de l'homme du barreau de Londres. Et j'ai aussi été indépendant dans différentes initiatives à travers le monde pour aider à des dossiers pour faire valoir les droits de l'homme et la lumière sur des dossiers similaires. Récemment, il y a eu, par exemple, des initiatives que nous avons prises concernant l'Égypte, la Turquie, où il y a des cas très d'actualité, aussi concernant Vanessa Redgrave et les crises des réfugiés, notamment ce qui se passe à Calais. Nous nous concentrons sur l'appel et le sort des enfants. Mais je pourrais continuer, mais concernant l'Iran, l'organisation que je dirige a une histoire très longue de collaboration avec les défenseurs des droits de l'homme en Iran. D'un point de vue disons, juridique, c'est un temps très important pour nous. Nous sommes à un point de l'histoire où nous pouvons faire des changements définitifs et importants. Ce changement dont il a été mentionné lors de cette réunion, c'est que l'histoire montre que ce qui s'est passé en Iran dans le passé va continuer dans le futur. Alors, je souhaiterais aborder très directement et rapidement des questions et des évidences concernant l'Iran. En 1988, nous sommes devant un crime contre l'humanité. Il y a cela ne fait aucun doute sur la description et la caractérisation de ce crime. C'est un génocide qui a touché un groupe particulier. Vous n'avez pas besoin de vous en prendre à tout le groupe, mais vous pouvez en choisir quelques-uns à cause de leur convictions religieuses ou leur ethnicité nationale. Mais dans ce cas, les chiffres des meurtres en 1988 qui se montent à 33 700 morts, surtout que les fosses communes n'ont pas encore été découvertes. Donc, il y a un nombre énorme de prisonniers politiques avec des idées politiques et avoir des convictions religieuses précises ont été massacrés. Donc, cela peut être défini comme un génocide. Ingrid Betancourt a mentionné l'absence de tribunal. Il y a 2-3 minutes il n'y a pas eu de tribunal. C'était des tribunaux, disons, extrajudiciaires, expéditifs, où ces gens étaient donc devant des commissions de la mort et des interrogations qui se faisaient parfois à travers 5 questions. Mais souvent, il n'y avait qu'une question pour déterminer si vous avez ils ont passé cette épreuve ou non, et de vous demander si vous êtes de quel groupe vous êtes, et si on vous répondiez vous êtes des Moudjahidines, c'était la sentence de la mort.
Ce n'était pas un jugement, une sentence, c'était des meurtres extrajudiciaires parce qu'il n'y a aucune procédure judiciaire. C'était des sentences qui étaient rendues dans l'intention de tuer. Il y avait parmi eux des gens qui devaient être libérés. Ils ont été exécutés. Donc, on ne peut pas mentionner aucun processus légal, judiciaire, conforme au droit international. Alors, toutes les souffrances qui a conduit contre ces prisonniers, c'est la dignité des prisonniers qui ont été violés. C'est fondamental dans le droit international. Cela a été piétiné par les auteurs iraniens en 1988. Et cela se poursuit aujourd'hui. Il y a eu des références sur les récentes exécutions, notamment au mois d'août de cette année. L'Iran a aujourd'hui, dans cette période que nous avons mentionnée, une frénésie d'exécution qui continue, qui dans l'histoire moderne de l'Iran, il y a eu plus d'exécutions durant cette période que dans toute l'histoire contemporaine de l'Iran. Les pendaisons. Je vais vous lire de ce qui a été découvert il y a plusieurs années. Il n'y a rien pour le contredire. Cela a été donc sorti d'une personne qui travaillait aux prisons d'Evin. Il écrit que les prisonniers étaient donc alignés dans un bureau par quinzaine. Et il y avait une question qu'on leur posait. Quelle est votre affiliation politique? Ceux qui disaient Moudjahidine, ils seraient pendus à des grues qui étaient placées à côté. Et les témoignages expliquaient qu'à chaque 30 minutes, de 7h30 du matin jusqu'à 5h de l'après-midi, 33 personnes étaient montées par des grues, à 6 grues différents, auxquelles chacun des grues, il y avait 6 de cordes qui étaient pendues. Et il n'y avait donc pas de pause. Il fallait exécuter en continu pour pouvoir répondre aux bon, donc 8000 personnes ont été exécutées donc à travers par ce procédé à travers cette période de mois. Un document audio aussi récemment a été mis sur Internet qui apporte de nouvelles évidences, qui est important. Ce record, cette bande audio concerne une réunion importante où des personnes sont présentes qui sont toujours dans l'appareil judiciaire iranien. Cet document audio concerne le 15 août 1988 et a été publié le 9 août 2016. Et ce document révèle les propos de l'Ayatollah Montazeri. 15 des femmes des fillettes de 15 ans, des femmes enceintes ont été exécutées. Selon la jurisprudence islamique, même une femme est ennemie de Dieu, elle ne doit pas être exécutée. Ils ont demandé cette question à Khomeini et Khomeini a déclaré non, il faut encore les exécuter. Ces exécutions concernaient aussi des enfants, des femmes enceintes, et tous ces derniers étaient brutalement massacrés. Alors, ce crime contre l'humanité a été reconnu. Le Parlement canadien en 2013 a
passé une motion pour déclarer ce crime contre l'humanité. Et en plus, nous avons les rapports d'Amnesty, de Human Rights Watch en 2005 et 2007. Par conséquent, la position que nous devons adopter aujourd'hui, c'est que pourquoi une organisation doit obtenir d'autres évidences. Il n'y a pas eu de collecte d'informations dans le passé suffisant. Nous devons continuer, mais il y a des informations, des documents qui ont été sortis courageusement, clandestinement de l'Iran, qui sont des documents significatifs et déterminants. Lorsque nous faisons face à une situation de terreur, nous avons tendance à plutôt aborder la question du terrorisme, quelque chose qui vient à travers la population civile, le fondamentalisme, l'extrémisme, la sexualité. Cela est terrorisme, c'est le propager le terrorisme de ceux qui ont leur propre idéologie. Mais souvent, cette idéologie est enrobée d'une idéologie, la religion, et qui c'est ça qui apporte le terrorisme. Il y a aussi une autre forme de terrorisme, un terrorisme qui vient de l'État, un terrorisme qui est donc mis en œuvre par l'État. Nous pouvons mentionner la Russie qui gouverne par la terreur. Mais ici, nous avons la terreur qui a été infligée par l'État et d'une manière qui a abouti au massacre que nous avons mentionné en Iran. Nous savons qui ont été auteurs, parce que ce n'est pas un crime qui est sans visage. C'est un État qui vient aux Nations Unies, qui s'assoit autour de la table. C'est un gouvernement qui a des représentants, un État dont nous menons des échanges économiques. C'est une formule des Nations Unies. C'est pourquoi, dans le but de prévenir les meurtres des gouvernements à l'encontre de leur population, nous devons revenir à la Déclaration universelle des droits de l'homme en 1948. Quel était l'objectif des Nations Unies? C'était de dire que pour ne pas que cela se répète, que les gouvernements viennent massacrer leur propre population. Donc ici, nous avons une évidence d'un État qui massacre sa propre population. Alors, quelle est la prochaine étape pour les Nations Unies? C'est de faire une enquête. Une enquête différente peut aboutir, même si donc il n'y a pas une décision du gouvernement. Je vais donc raccourcir. Ce que je dirais, nous sommes pris dans une situation de réfugiés et les noyades en Méditerranée. Mais nous ne devons pas oublier ce qui s'est passé en Iran dans le passé et dans le présent. Et donc nous devons faire des pas pour amener les auteurs de ce crime devant la justice. Merci.